Bonjour, je m'appelle Sylvie Champagne, je suis secrétaire de l'Ordre et directrice des affaires juridiques au Barreau du Québec. J'exerce au Barreau du Québec depuis plus de 15 ans et c'est à ce titre que j'ai eu le bonheur de participer aux entretiens Jacques Cartier. Bonjour, Catherine Alizzi. Je suis membre des barreaux du Québec et de Lyon, expatriée maintenant depuis plus de 20 ans. Je suis intervenue dans le cadre de la convention de jumelage entre les barreaux de Lyon et du Québec qui existe de 96 à titre de responsable. J'ai œuvré en 2007 pour que le barreau de Lyon et le barreau du Québec puissent adhérer au Centre Jacques Cartier. Et donc, c'est depuis 2007 qu'on a le plaisir, avec le Barreau du Québec, d'organiser annuellement ces échanges dans le cadre des entretiens Jacques Cartier. Bonjour, je suis Béatrice Bertrand, avocat au barreau de Lyon, membre du Conseil de l'Ordre. J'exerce une activité judiciaire depuis plus de 30 ans. Je suis la déléguée du bâtonnier aux relations avec les universités et également donc responsable du jumelage de notre barreau de Lyon avec le Québec. Je suis donc arrivée dans les entretiens Jacques Cartier en 2016-2017 à l'occasion de mon premier mandat du Conseil de l'Ordre et lequel mandat est actuellement renouvelé. J'ai participé activement à certains entretiens Jacques Cartier que j'évoquerai tout à l'heure. Cette année, nous avions choisi de parler de la protection des données personnelles. Évidemment, au Canada comme en France, ces questions reviennent très fréquemment dans l'actualité et on sait que chaque personne est très préoccupée par sa vie privée. Donc, on croyait important de revenir sur ces questions, surtout en temps de COVID, où effectivement toute la question de la protection des données de santé est très importante. Alors, on a eu des conférenciers qui ont partagé leurs connaissances du côté du Québec. Maître Pierre Trudel, Maître Jean-François Derico et moi avons donné le point de vue québécois et canadien. Et je laisse ma consoeur vous expliquer du côté du barreau de Lyon qui étaient les intervenants. Merci Sylvie. Oui, donc en fait, le constat qui nous a mené à finalement choisir ce thème de la protection des données personnelles, en amont, je dirais, des crises Covid que nous allions aussi vivre de part et d'autre de l'Atlantique et évidemment partout dans le monde, c'est qu'en fait, la donnée personnelle est partout. C'est une donnée qui bouge, qui se déplace, qui se transfère. Et du coup, en tant qu'effectivement avocat, juriste, se pose énormément de questions. Et du côté, au niveau de l'Union européenne, c'est vrai que l'adoption du règlement général sur la protection des données, notamment des données personnelles, le RGPD, nous a amené à avoir confiance en ce thème qui concerne en fait tout citoyen, parce que l'idée aussi c'était de prendre un thème qui soit ouvert à tout citoyen et que ce ne soit pas uniquement un thème qui soit abordé dans le cadre juridique. Et donc, du côté du barreau de Lyon, nous avons eu le plaisir d'accueillir Maître Nathalie Spels qui est revenue sur le thème de la protection des données personnelles dans le cadre du droit à la consommation. Également une intervenante, Hélène Grimaud de la CNIL et Maître Thomas Roche pour tout ce qui concerne les données médicales, les données personnelles médicales. Et un troisième intervenant au niveau universitaire, Édouard Trépose, qui lui nous a, je dirais, orienté et donné son point de vue sur le traitement des données personnelles dans le cadre du droit international privé et du conflit des lois entre notamment l'Union européenne et puis, je dirais, l'Amérique de manière un peu plus générale.
Pour ce qui concerne le partenariat avec les entretiens Jacques Cartier, je dirais que c'est une longue tradition d'échange, de recherche, de coopération, collaboration des affaires juridiques. Et c'est un carrefour d'échange, c'est une avenue de solutions, pour reprendre un terme qui est cher à nos amis canadiens, me semble-t-il. C'est un laboratoire d'idées, ce sont des transferts de connaissances sur un plateau de mixage, de vision et de savoir-faire. Et c'est véritablement passionnant parce que nous avançons dans le chemin du droit et nous essayons véritablement de nous mettre au service des enjeux sociétaux et de l'innovation. Tout ça pour faire en sorte que notre monde du droit, qui est en perpétuelle évolution, eh bien, se transforme, non seulement au gré du temps, mais surtout au gré de ces fameux enjeux de société. Voilà, le barreau de Lyon est véritablement actif, dynamique et foncièrement moteur, me semble-t-il, pour partager avec le Canada, le Québec, donc cette aventure finalement et cet engagement toujours renouvelé et perpétué. Je suis totalement en accord. Vous savez, les barreaux, le barreau du Québec, son rôle, c'est la protection du public. Alors, les enjeux sociétaux, c'est quelque chose qu'on regarde, qui est dans notre mission, et d'échanger, de pouvoir échanger avec le barreau de Lyon sur les bonnes pratiques, l'évolution du droit. Ça nous permet de faire des constats, de se remettre constamment en question. Pendant les entretiens Jacques Cartier, on a eu des échanges très riches, très constructifs. On a abordé plusieurs sujets d'intérêt public. Je pourrais vous donner des exemples, les modes habillables de règlement des différends, les citoyens qui sont au pris avec des problèmes, des litiges, souvent veulent trouver une solution gagnant-gagnant. On sait que d'avoir recours aux tribunaux, c'est très coûteux. Alors, de pouvoir échanger avec nos collègues du barreau de Lyon sur un tel sujet nous permet de faire des constats, puis nous permet également de voir ce qui reste à combler comme lacune. On a parlé aussi d'un sujet hautement délicat en 2013 qui était vieillir et mourir dans la dignité. C'est encore un sujet qui est hautement d'actualité. Alors, le barreau du Québec, on est toujours présent lorsqu'il est le temps de préparer ces entretiens avec le barreau de Lyon parce qu'on le sait qu'on va retirer énormément de satisfaction de pouvoir voir ce qui se fait en France et partager aussi notre expérience pour faire en sorte que notre société, on dit souvent que le droit est un peu à la remorque, mais quand on est capable d'aller chercher des expériences étrangères, ça nous permet justement de faire de s'arrêter, de faire le point et d'avancer et d'être meilleur. Et puis pour rebondir effectivement sur ce que dit Sylvie, et puis pour y avoir participé personnellement en 2019 à Montréal, un des sujets également qui était abordé en 2019 est le traitement et les bonnes pratiques en entreprise pour la prévention du harcèlement. Et c'est vrai qu'à cette occasion-là, au-delà de l'aspect évidemment traitement législatif, ce qui a été vraiment intéressant, c'est l'échange de pratiques concrètes et notamment avec l'intervention de chefs d'entreprise pour voir comment on appréhende, comment on prévient les situations de harcèlement et quels sont les moyens, quels sont les organismes comme le médecin du travail en France qui peuvent effectivement aider un chef d'entreprise qu'il soit au Canada ou au Québec ou en France pour pouvoir prévenir et traiter s'il y a besoin ce sujet qui est également un sujet de société et qui a aussi le vent en poupe a eu le vent en poupe dans les dernières années. Je voudrais également évoquer un thème récent que nous avons aussi abordé en 2018 dans le cadre des entretiens Jacques Cartier, qui est le secret professionnel de l'avocat. Le secret professionnel de défense à l'occasion de la défense de l'avocat.
J'ai été une des responsables scientifiques de ces entretiens Jacques Cartier. Nous nous sommes posé la question de savoir si ce secret fondamental c'est un principe fondamental et si ce n'était pas une mission impossible que de le préserver. Donc cet échange, cette journée d'échange a été particulièrement passionnante puisque déjà nous avions fait le constat qu'au Québec, il s'agit d'un principe constitutionnel, ce qui est complètement différent du principe fondamental, certes reconnu en France. Et nous avons fait également le constat qu'en France, il était extrêmement difficile parce qu'il était ébréché, il était à surveiller, il était menacé dans beaucoup de domaines d'action. Et nous avons eu un panel d'intervenants absolument passionnant, encore une fois, que ce soit des journalistes, un capitaine de gendarmerie qui est venu nous parler de la cybercriminalité, autre sujet d'ailleurs qui a été abordé par le passé par les entretiens Jacques Cartier. Et j'ajouterais que ce sujet, en fait, tous les sujets, on le constate, que nous avons abordés au cours de ces dernières années, rebondissent toujours et ressortent finalement, parce que, encore une fois, le droit est en perpétuelle évolution. Et en ce qui concerne le secret, nous avons le projet de loi donc pour la confiance dans l'institution judiciaire qui est en préparation. Il est très avancé et l'article 3 de ce projet de loi vient à renforcer le secret professionnel, en tout cas vise à renforcer le secret professionnel de l'avocat, notamment en matière de perquisition dans les cabinets d'avocats ou en matière d'écoute téléphonique des avocats. Voilà, c'est simplement pour dire à quel point nous sommes constamment, finalement, contraints d'évoluer et d'ajuster. Et c'est ce qui fait effectivement grandir notre droit. En prévision d'une prochaine rencontre, et on l'espère en présentiel cette fois-ci en octobre 2021, dans la suite et dans la poursuite de notre colloque virtuel de novembre 2020, c'est vrai que l'actualité liée à la période Covid va essentiellement avoir eu un impact sur le traitement et la protection des données personnelles, mais là d'un point de vue au niveau médical. Et c'est vrai qu'en prévision de cette prochaine rencontre d'octobre 2021, je pense qu'il y aura un focus assez important sur l'actualisation de la législation en matière de protection des données médicales et notamment aussi, et peut-être je céderai la parole à Sylvie, sur toutes les applications de part et d'autre qui ont pu, ou les tentatives de mise en place des applications par rapport à cette crise Covid pour permettre, je dirais, de contrôler ou à tout le moins de pouvoir avoir une vision sur l'étendue de Covid. Sylvie, peut-être que tu veux parler aussi de cette application qui a été mise également en place au Québec et au Canada. Oui, en fait, il y a eu des discussions en juillet. C'est Le Québec était, je vous dirais, a fait une commission publique parce qu'il était partagé entre les bienfaits de cette application pour les recherches épidémiologiques, à savoir qui avait été en contact avec quelqu'un qui avait contracté la COVID, et également le souci du respect de la vie privée des individus. Donc, ils ont décidé de ne pas le rendre obligatoire, l'application de traçage, mais de plutôt la recommander. Il y a eu un bon nombre de téléchargements, mais on sait qu'à un moment donné, ça l'a plafonné et ça n'a pas atteint le nombre, je vous dirais, idéal pour s'assurer de faire un bon traçage. Maintenant, ce qu'on entend beaucoup dans les médias, puis qui est vraiment la question du jour, c'est plutôt relié à la vaccination. Donc, heureusement, on a maintenant cet outil qui est la vaccination, mais cet outil-là
amène d'autres questions juridiques, à savoir, est-ce qu'on peut rendre la vaccination obligatoire? Et si on ne peut pas la rendre, est-ce qu'on peut, par d'autres moyens, faire en sorte que les entreprises, par exemple, pourraient exiger de savoir si une personne a reçu un vaccin pour pouvoir entrer dans son commerce et magasiner. Donc, on parle beaucoup ces jours-ci de la mise en place d'un passeport vaccinal. Et cette question, évidemment, est intrinsèquement liée à la protection des données personnelles parce que qu'est-ce que les entreprises vont pouvoir faire avec ces informations? Alors, je crois qu'en octobre, on va être encore capable de vous entretenir sur des sujets qui touchent, et je céderai la parole à Béatrice, sur nos libertés fondamentales dans notre société. Alors, on a des enjeux juridiques, mais il y a des enjeux aussi éthiques et des enjeux encore plus profonds sur nos droits fondamentaux. Oui, Sylvie, effectivement, la protection des données personnelles, ça fait écho au droit à la santé pour tous, ça fait écho à la responsabilité éthique du médecin, ça fait écho au traçage des citoyens, des potentiels, des malades, etc. Et ça fait nécessairement également écho à l'atteinte potentielle à nos libertés fondamentales, telles que la liberté d'aller, de venir, de se déplacer, d'entreprendre, la liberté de nos vies privées. Voilà, pour dire qu'en France, nous avons été extrêmement réticents à télécharger cette application Stop Covid. Il y a eu beaucoup d'émoi, beaucoup de soulèvement en quelque sorte, en tout cas beaucoup de réactivité et beaucoup de réticence. Et on s'aperçoit que finalement, eh bien, est-ce une nouvelle liberté fondamentale, celle de absolument préserver finalement l'humanité de façon solidaire. C'est une question non seulement éthique, mais c'est une question philosophique, voire historique peut-être. Donc cette pandémie fait véritablement un écho incroyable dans le domaine de nos libertés qui finalement on peut les qualifier de, elles ont été confinées, on passe du confinement au déconfinement et c'est pareil en matière de liberté. Et en France, nous avons quand même vécu, nous en sommes je crois à la 3e prorogation de l'état d'urgence sanitaire. C'est quand même là aussi beaucoup de réflexion parce qu'on se rend compte que dans notre droit français, la plupart du temps, les états d'urgence, que ce soit en matière de terrorisme ou sanitaire, ont été ensuite insérés dans le droit commun français. Donc, ce sont toutes ces questions-là qui me paraissent véritablement, pour le coup, fondamentales à évoquer et, en parallèle de ce qui se passe chez vous au Québec.